considération. La démarche, donc il faut déterminer les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte pour atteindre les résultats souhaités et s'améliorer. Ça, c'est une exigence de la norme. Et la norme, il nous facilite les choses. Maintenant que j'ai en première partie les enjeux internes et externes, donc la norme me dit de prendre en considération, de tenir compte de ces enjeux. J'ai en deuxième partie les exigences identifiées. Ça aussi, il faut qu'ils soient pris en considération. Pour faire quoi? Pour faire une recherche. Sur quoi? Sur l'ensemble des opportunités et l'ensemble des risques. Donc, je prends en considération ça pour chercher les opportunités et les risques. Les opportunités, ils vont m'aider et me faciliter l'atteinte de mes objectifs et résultats attendus. Par contre, que les risques, ils seront des freins. Ils vont réduire ma capacité d'atteindre les objectifs. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre en place des actions et même transformer ces risques en opportunités. Et en même temps, saisir les opportunités pour arriver à vos objectifs. Comment faire? Bien sûr, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe, pourquoi? Parce que vous travaillez dans un système, le système il est composé de plusieurs processus, et ces processus, ils sont en interaction, ils sont complémentaires, interactifs, ils sont liés, et parfois, un risque sur un processus, il se génère par un risque plus important dans le processus suivant. Une opportunité qui est perdue dans un processus, ça peut transformer un risque sur le processus suivant. Et là, ça fait partie que le groupe, l'ensemble des pilotes, des processus, le management doivent tenir des réunions, doivent faire des investigations, des recherches, travailler ensemble et avoir le maximum de risques et d'opportunités en tenant compte des enjeux externes et internes, en tenant compte des exigences identifiées. Cette façon de faire, ça demande un pilotage, ça demande un travail de management. Comment? Donc, il faut définir un groupe pluridisciplinaire qui a une connaissance de l'ensemble des activités et il faut passer en revue l'ensemble des risques et opportunités par processus. C'est-à-dire prendre chaque processus à part et l'analyser d'une façon collégiale, d'une façon globale. Et dans chaque processus, il faut aussi intégrer dans le groupe de travail des personnes qui sont des personnes dans le niveau opérationnel. C'est-à-dire les personnes qui exécutent, les exécutants. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de l'outil de production et ils ont beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations sur la production de votre produit ou bien la réalisation de votre prestation. Et à ce moment-là, tout ce qui a été décidé face aux opportunités et face aux risques, il faut qu'il soit intégré dans la partie du système dans les processus. Pourquoi? Parce que, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, qu'on part d'un processus pour chercher les risques et les opportunités, mais parfois un risque sur un processus, il peut se manifester par d'autres risques sur les autres processus. Alors là, il faut voir un petit peu un risque identifié, comment il peut intervenir sur l'ensemble des processus, et maintenant, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place au niveau de chaque processus. Et ça, c'est le rôle du management. Et ça, c'est le management en vrai terme du mot. C'est-à-dire ne pas mettre en place un fichier Excel qui regroupe l'ensemble des risques et des opportunités avec une évaluation et avec des actions à mettre en place, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire intégrer ces actions dans les processus, dans vos processus opérationnels, les processus de management, les processus support. Tout ça, il faut qu'il soit intégré et comme ça, le système il sera amélioré et les risques seront maîtrisés d'une façon très importante. Alors, comme démarche, donc il faut partir d'un outil important qu'on appelle le brainstorming, après avoir identifié l'équipe qui va partager et participer à l'identification des risques et des opportunités. Et il faut passer à toute la partie identification et choix. Alors, pourquoi on parle d'identification et choix? Parce qu'il faut identifier le risque et les opportunités et il faut choisir les solutions à mettre en place. C'est un choix qui reste dans la partie identification. Et bien sûr, après, il faut présenter les solutions, les décisions à votre direction pour qu'ils soient validés. Donc, c'est l'étape numéro 3.
c'est validation de la direction. Validation, pourquoi? Parce que pour mettre en place des actions, vous aurez besoin des ressources, vous aurez besoin du temps. Et là, c'est toute la partie de la direction qui va mettre à votre disposition les ressources nécessaires. Une fois que c'est validé, alors il faut passer à la mise en place des actions. Mettre en place des actions et évaluation. Donc ça, c'est logique dans la démarche de management de la qualité. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une action mise en place, il faut qu'elle soit évaluée. Cette évaluation, elle est primordiale. Aucune action ne peut être acceptée dans le management de qualité s'il n'est pas évalué en matière d'efficacité. Et parfois, on fait une évaluation et une réévaluation, comme dans notre cas. Pourquoi? Parce que dans le choix des actions, c'est une prise de décision. Et parfois, on fait des actions, le choix des actions qui n'est pas tellement étudié et qu'il peut être efficace dans les premiers mois, ou bien les premières semaines, mais après, on s'aperçoit qu'il n'est plus d'actualité, ou il y a un relâchement, ou il n'y a pas de suivi, et là, il faut passer à une réévaluation. Est-ce qu'effectivement, les actions, pas en matière d'efficacité tout simplement, mais il faut voir est-ce que ces actions sont intégrées dans les processus du système et que le système est devenu autonome. Ça veut dire autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas une recherche, une perturbation du fonctionnement. Les risques sont identifiés, les opportunités identifiées, les actions sont là, les actions sont efficaces et on fait tourner le système et le système tourne de façon continue, normale. On va s'apercevoir par quoi? On va s'apercevoir par l'atteinte des objectifs. Donc, si on est dans 10%, plus ou moins 10% dans l'atteinte des objectifs, ou bien on est dans les moins 10%, on va se trouver qu'on est avec plus de 10%. Pourquoi? Il y avait des freins dans le temps, dans le passé, et ces freins, ils étaient en relation avec les risques, et que les actions face aux risques ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Alors là, l'objectif global il sera amélioré d'une façon qui est systématique. Alors, j'ai mis à votre disposition un fichier Excel qui va un petit peu prendre ces deux parties. Donc, un fichier Excel qu'on peut l'utiliser pour les enjeux et on peut l'utiliser pour les exigences. Alors, dans ce fichier Excel, vous allez avoir ces informations que nous allons voir ensemble, en commençant par l'enjeu, donc le type d'enjeu et la désignation de l'enjeu. Est-ce que c'est un enjeu interne ou bien externe? S'il est interne, donc on va voir est-ce qu'on a la maîtrise. Est-ce que externe, si on n'a pas la maîtrise, comment on peut l'influencer? Et ça, c'est un élément essentiel à comprendre dans le cadre de la maîtrise des risques. Par exemple, c'est un enjeu qui est externe, un enjeu qui est défini par exemple par une réglementation qui est contraignante, donc c'est un risque pour vous. Alors aussi, il y a des actions. Il y a des fédérations des entreprises, il y a les associations qui représentent les entreprises, il y a la CGM qui représente les entreprises, il y a plein d'organismes, d'instances qui font ça. Alors maintenant, il faut parfois passer à l'action, réagir contre certains risques pour pouvoir les maîtriser ou pour pouvoir même éliminer leur impact. Alors devant un enjeu, il y a toute la partie qui s'appelle risque et opportunité. Est-ce que je suis devant un risque ou bien je suis devant une opportunité? Et je vais mettre en place ce qu'on a nature, la désignation. C'est quoi? Est-ce que c'est un risque? Je mets risque. Une opportunité? Opportunité. Et je fais une désignation. Alors, la désignation de l'enjeu, la désignation de risque ou de l'opportunité, il faut qu'il soit décrit d'une façon simple, claire et précise. Et il ne prête aucun lieu de confusion. Et chaque personne qui ayant accès à ces risques et opportunités doit trouver facilement ce que vous désirez et comprendre facilement le risque ou bien l'opportunité. Il y a une partie d'évaluation. Pourquoi? Parce que il y a des risques et des opportunités. Si vous faites un petit travail sur une entreprise d'environ 500 personnes ou bien 600 personnes, une activité un peu diversifiée, alors vous allez trouver des risques très nombreux. Mais est-ce qu'on est là pour maîtriser ou bien pour faire face à l'ensemble des risques et à l'ensemble des opportunités? Alors, il faut faire une évaluation. Comment faire? Il faut voir la probabilité de survenance ou bien d'apparition du risque et par rapport à l'impact de ce risque. Et entre les deux, on va se trouver avec un niveau. Est-ce que c'est un risque important
ou pas important. Et bien sûr, on va décider les priorités. Est-ce que c'est un risque à prendre en première priorité, en deuxième priorité, ou en troisième priorité ou autre? Après, il faut automatiquement lier le risque ou bien l'opportunité au processus. Pourquoi? Tout simplement parce que les actions que vous allez mettre en place doivent être adaptées au processus concerné par ce risque. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'un risque, il peut apparaître d'un enjeu, et l'enjeu, ça peut toucher un ou plusieurs processus. Alors là, il faut voir le processus. Et chaque processus qui sera concerné par cet enjeu, par les risques liés à cet enjeu, il faut qu'il soit en mesure de mettre en place des actions adaptées au processus et en tenant compte de l'effet de ces actions sur les autres processus. C'est la démarche. La démarche globale, ce n'est pas aussi travailler dans les silos, isolés, cloisonnés, non. Toujours à chaque fois que je mets en place une action, je vais voir l'action par rapport à mon processus et par rapport aux autres processus. Pourquoi? Parce que je suis dans une approche système. Et là, ça permet de définir et d'améliorer toute la partie relative au fonctionnement et à l'atteinte des objectifs. Donc, après les actions qu'il faut mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités, il faut désigner un responsable. Il faut définir un délai. Il faut fixer une date de réalisation prévisionnelle. Donc, je mets le délai, je fixe la date, pour moi, la date, ça devient un élément essentiel qui permet le fichier Excel d'être un petit peu actif, dynamique. Et je peux paramétrer les cellules du fichier Excel, mon fichier Excel. Une fois que je suis dans une date qui dépasse la date de réalisation prévisionnelle, alors là, mon fichier Excel va me donner un signal pour dire que, attention, il faut faire attention à ce point-là. Et bien sûr, à chaque fois que je mets en place l'action de responsable délai, je dois surveiller l'avancement. Pourquoi? Parce que si je ne surveille pas l'avancement, rien ne sera fait. Et donc, il faut surveiller le taux d'avancement en fonction d'une fréquence de surveillance qui est adaptée, que ce soit journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, en fonction de le délai de la réalisation. Et bien sûr, il faut aussi mettre en place, et bien sûr, il faut mettre en place toute la partie relative à l'efficacité du système. L'efficacité d'une action ne peut être faite qu'après réalisation de l'action et après un temps de mise en œuvre, et comme ça, on peut être en mesure de réaliser, d'évaluer l'efficacité. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, tout ce qui est processus, alors je fais les enjeux par processus et je fais des actions pour les processus. Donc, comme vous voyez ici, par processus et pour tous les processus. Pour chaque processus, je dois voir quels sont les enjeux qui concernent le processus pour pouvoir identifier les risques et les opportunités. Et quand je mets en place les actions, c'est pour tous les processus pour voir est-ce qu'il y a un risque sur les autres processus. Et comme ça, je suis devant une démarche proactive. Bien. Alors, maintenant, la première partie, c'est pour les enjeux. Sur le même fichier, il va y avoir un petit changement pour partie de la deuxième partie qui sont les exigences. Et je mets ici l'exigence. Qu'est-ce que je vais changer dans mon tableau? Uniquement la première partie, c'est-à-dire source et désignation. C'est la source de l'exigence. Et bien sûr, la désignation de l'exigence. La source, c'est quoi? Est-ce que c'est une réglementation? Est-ce que ça vient d'une partie intéressée pertinente? Est-ce que ça vient d'une normalisation? Est-ce que? Et je définis l'ensemble des sources par rapport aux exigences que c'est identifié. Pourquoi? Tout simplement parce que si on veut faire en marche arrière, devant une action, je dois voir par rapport à quelle source je suis en train de mener ces actions. Et ça permet aussi de faire des opportunités et des priorités. Pourquoi? Par exemple, si la source est la réglementation, est-ce que j'ai le choix de ne pas répondre ou de faire un travail en partiel ou quelque chose comme ça? Non, il faut répondre pur et simplement. Si je suis devant un client, donc l'exigence, c'est une exigence client, une exigence contractuelle, explicite, définie. Est-ce que
je suis en mesure d'avoir une flexibilité. Non, je dois répondre pour ne pas avoir un risque de rupture de contrat ou bien un risque de perte de clients ou bien un risque de perte de part de marché et un risque sur la réduction du chiffre d'affaires. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut passer en revue de la même façon par processus et pour tous les processus. Maintenant, on est devant un fichier Excel. Et ce fichier Excel, il est fait d'une façon assez globale et il va vous permettre un petit peu, en quelque sorte, de l'adapter. Donc, en fonction de vos activités, il y sera facilement adaptable pour vous rendre la vie simple. Que contient ce fichier Excel? Donc, c'est tout ce que je viens de vous expliquer ici et ici. C'est la partie enjeu et la partie exigence. Il suffit de faire quoi? Il suffit de renseigner ces informations en fonction de travail de groupe pour identifier l'ensemble des enjeux, identifier l'ensemble des exigences et pour les enjeux et les exigences, identifier les risques, identifier les opportunités, évaluer, mettre en place les actions, surveiller, évaluer l'efficacité et continuer dans le cadre de l'amélioration continue. Alors, on prend le fichier Excel. Voilà. Donc, on commence par la partie essentielle. Et vous avez ici plusieurs cellules qui sont d'une validation. Je suis devant un enjeu. C'est quel type d'enjeu? Je vais choisir. Est-ce que c'est politique, économique, social, technologique, écologique, législatif ou autre? Par exemple, prenons le risque social. La désignation de cet enjeu, c'est, par exemple, je vais mettre la pandémie Covid-19. Ça, c'est un enjeu qui est social. Pourquoi? Parce qu'il a perturbé l'état de santé et il a perturbé le fonctionnement social, les gens ont perdu leurs emplois, tout ça. Est-ce que c'est un enjeu externe ou interne? C'est un enjeu qui est externe. Très bien. Risque et opportunité. Pour moi, est-ce que c'est un risque ou c'est une opportunité? Pour moi, c'est un risque. C'est quoi le risque? Alors, automatiquement, ça passe au rouge. C'est quoi la désignation de risque? Pour moi, alors le risque, par rapport à ce même enjeu, il diffère d'un organisme à l'autre. Comment? Pour moi, ça peut être un risque. La pandémie de Covid-19, ça peut être pour moi un risque. Un autre organisme, ça peut être une opportunité. Comment ça? Par exemple, désignation de ce risque, pour moi, c'est, je vais mettre chute de la capacité financière des clients. Les clients avec qui je travaille, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter la capacité financière ou bien le pouvoir d'achat, pour être plus simple, suite du pouvoir d'achat des clients. Est-ce que c'est un risque ou ce n'est pas un risque? Oui, effectivement, c'est un risque. Alors, pour moi, ce risque, est-ce que effectivement, il va impacter l'atteinte de mes objectifs? Oui. Si mes clients n'ont pas la capacité d'achat et le pouvoir d'achat, je vais avoir les ventes qui seront réduites et à ce moment-là, je ne serai pas incapable d'atteindre l'objectif en chiffre d'affaires prévu. Probabilité. Est-ce que pour moi, ce risque a une probabilité grande ou une probabilité importante? Alors là, c'est clair. Pourquoi? Pourquoi une probabilité importante? Pourquoi? Parce qu'on a vécu le phénomène. Mais cette probabilité, c'est aussi, il change d'un organisme à un autre organisme. Ce n'est pas pour la probabilité. La probabilité du risque par rapport à l'organisme. Alors, je vais mettre ici la valeur de la probabilité. Pour la trouver, je vais faire quoi? Je vais voir dans ma matrice de cotation. Et j'ai ici la probabilité. Et j'ai des valeurs. Il y a la valeur f égale à 2, 3, 4. C'est-à-dire, je vais mettre en place
cette matrice pour pouvoir évaluer la probabilité. Par exemple, faible, moyen, important. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais voir le risque une fois tous les 6 mois, ça veut dire un risque négatif, un risque positif en opportunité, risque moyen une fois par mois, risque très probable tous les jours, une fois par mois. Alors ici, automatiquement, je vais mettre la valeur qui est égale à 4. Donc, je prends la valeur 4. L'impact. Je vais voir aussi ma grille en matrice de cotation. Et je vais voir l'impact. L'impact, effet négligeable, aucune conséquence. Effet considérable, effet négatif, mais demeure, mise en demeure, perturbation du service inférieur à 7 jours, aspect fortement significatif. Et là, je vais m'inscrire dans une des cases pour pouvoir statuer sur la valeur que je vais mettre dans ma cotation. Par exemple, ici, je vais mettre 4. Alors, mon niveau de risque, c'est aussi dans la matrice de cotation, je vais classement par ordre de priorité. Alors, mon niveau de risque, c'est uniquement ce que j'ai dans la partie qui est un calcul, tout simplement, que je vais mettre ici. Donc, c'est plus cette valeur multipliée par l'impact, et j'ai une valeur qui est de 16. Automatiquement, la cellule elle va passer en rouge. Pourquoi? Parce que ça montre que la valeur de mon risque est importante. Niveau de priorité, je vais passer dans la matrice et je vais définir le classement par ordre de priorité. Alors, le risque P1 entre 12 et 16 rouge, donc c'est une priorité P1, c'est-à-dire première priorité. Je passe ici et je mets le 1. Voilà, je mets P1, priorité 1. Alors, en fin de compte, en faisant travailler l'équipe, on va se trouver avec un tableau complet de l'ensemble des risques par rapport à mes processus et avec un certain nombre de priorités qui vont me guider sur quels sont les risques que je dois donner ou je traiter en première priorité. Maintenant, la difficulté qui reste, c'est que dans le choix des actions. Donc, quel est le processus d'après vous? L'effet, c'est l'enjeu social, la pandémie Covid-19. Donc, la désignation de risque ici, c'est la chute du pouvoir d'achat, c'est un enjeu. Et pour moi, c'est le processus concerné. Donc, c'est automatiquement le processus. Je dois sélectionner quel processus. Et pour moi, c'est principalement le processus marketing, commercial. Donc, le processus commercial, pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas vendre, liquider le produit à la prestation. Pourquoi? Parce qu'il va trouver des difficultés au niveau de la clientèle. Maintenant, quelle est l'action à mettre en place pour améliorer les ventes? Alors, tout simplement ça, l'action, c'est une action qui doit être proposée. Donc, l'équipe, il va proposer un certain nombre d'actions et ils vont les présenter à la direction pour validation et après, ils seront mis en œuvre au niveau du système de management. Dans le processus achat, qu'est-ce qu'on peut dire? Tant que le pouvoir d'achat des clients chute, alors nous, il faut faire quoi? Pour rester concurrentiel, pour maintenir l'activité, on peut faire quoi? Il faut réduire la marge bénéficiaire. C'est aussi important, ça veut dire revoir à la baisse et prix de vente. Et dans ça, je suis dans une contrainte. Si je ne fais pas des promotions, si je ne fais pas une revue à la baisse, alors je vais arrêter mon activité. C'est un choix, bien sûr. C'est un choix à faire. Comment ça? Il vaut mieux perdre quelques dirhams, ou bien quelques centaines de dirhams, ou bien milliers de dirhams dans le prix de vente, ou d'arrêter l'activité et parfois même c'est la pérennité de l'entreprise qui est mise en jeu. Et là, il faut choisir l'action en fonction de les contraintes, en fonction de la trésorerie de l'entreprise, en fonction de plusieurs paramètres. Donc, on va définir ici, c'est monsieur, par exemple, Ahmed, qui va prendre cette action.
On va définir le délai prévisionnel pour revoir les prix à la baisse des prix de vente. Donc, on va lui donner 3 jours pour voir une analyse, pour voir dans combien on peut perdre, on peut réduire et comment ça ne peut pas se répercuter sur la vie de l'entreprise. Des dates de réalisation prévisionnelle. Donc, on est aujourd'hui le 10, donc ce sera le 13, par exemple, le 13/10/2020. Alors, il y a une information importante. Regardez ici le délai que j'ai proposé. 3 jours. Alors, devant un risque et devant une opportunité, il faut toujours penser à mettre en place des actions de très courte durée. Il faut toujours chercher à mettre des actions dans un délai le minimum. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas réactif et là, ça peut générer des effets et des conséquences graves sur votre entreprise. Alors, si je vais modifier le type de date, je vais mettre la date, votre forme, date, et je vais mettre par exemple comme ça, et voilà. Donc, c'est le 13/10/2020. Et après, on va commencer à faire l'avancement. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, donc l'avancement, ce sera ici en jour. Date de réalisation réelle. Alors là, pour voir la date prévision de la date réelle, est-ce qu'effectivement, il y a une réactivité de CIHMED? Et après, il faut passer à l'évaluation de l'efficacité. Et comme ça, vous allez avoir en fin de compte l'ensemble des risques qui seront, bien sûr, pris en considération. La question qui se pose, une fois que j'ai terminé la première ligne, je vais revenir et voir est-ce que cette action va avoir un impact sur les autres processus. Et est-ce que l'enjeu, avec le risque que j'ai défini avant, est-ce qu'il a un impact sur d'autres processus? Si, à part le processus marketing qui est touché, je vais voir le même, je vais le copier sur la partie-là, et je vais voir un petit peu la même évaluation, mais je vais la voir le processus concerné. Est-ce que ça concerne un processus? Et je le mets en place, ainsi de suite. Ça veut dire que je ne vais pas me focaliser sur un seul processus par rapport à un enjeu ou le risque d'un enjeu. Non, il faut mettre en place, voir un petit peu par rapport à l'ensemble des processus. Toujours dans le même enjeu, est-ce qu'il y a toujours un seul risque par rapport à la pandémie? Alors, c'est toujours, on est dans le social, dans la pandémie, et il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Suite du pouvoir d'achat des clients. Et maintenant, si je suis un fournisseur d'un produit qui est acheté par des clients de la classe moyenne, qu'ils ont des difficultés à véhiculer de l'argent. Et je cherche toujours, est-ce qu'il y a d'autres risques? Ainsi de suite. Si je dis non, il n'y a pas de risque par rapport à cet aspect, cet enjeu, je vais voir l'autre enjeu. Et je vais continuer pour passer l'ensemble des enjeux internes et externes et d'évaluer le maximum de risques, faire l'évaluation et bien sûr prendre les actions qu'il faut. Et j'espère que ça sera pratique pour vous en travail en groupe pour faire des démonstrations et pour un petit peu utiliser le fichier Excel et l'adapter à votre activité.